Bonjour. En fait, je travaille à l'Observatoire européen des drogues et toxicomanie, EMCDDA en anglais. Je suis pas très confortable avec les Français, mais je essaie de me débrouiller. Alors, je crois que je suis ici parce qu'on a un coup de fil il y a un an, Oui, c'est ça. parce que certains décideurs politiques ne voulaient plus financer votre programme, on disait que n'était pas la Se poser des prévention. questions, ce qui est notre Exactement. travail. La question c'était est-ce que ce que vous faites est de la prévention? Et évidemment, c'est de la prévention. Et l'histoire est, ça, ce sont des diapositives, des formations qu'on donne aux décideurs politiques. Il ne faut pas le lire. Mais c'est que tous les facteurs qui définissent la vulnérabilité à des problèmes avec les substances ou avec tous les comportements maladaptifs. C'est ça. Alors, c'est plein de choses. Et la plupart de ces choses commencent dans l'enfance, à la sortie de l'utérus, ou avant. Alors on dit toujours que la prévention, ce n'est pas une chose qui commence avec l'adolescence, ça commence dès la naissance. Et dans ce sens, l'intervention précoce n'est vraiment pas précoce, elle est tardive dans le sens de la prévention. Et l'autre chose qu'on raconte aux décideurs politiques, c'est à la fin, la consommation elle-même, elle n'intéresse pas. Parce que dans la première phase, ce qui décide si on commence la consommation, le facteur d'influence plus important, c'est l'environnement. L'environnement physique, social, régulatoire, tout ça. La perception que tous les autres consomment, ça. Et après, dans la décision, si on continue à consommer, le facteur d'influence, le plus important, c'est les caractéristiques personnelles et l'environnement. Ainsi, la substance elle-même n'intéresse pas. Alors que dans la dernière phase qui nous intéresse ici, la substance elle-même a un certain rôle à jouer. Et c'est ça. Alors, à cause de ça, on a abandonné complètement la classification en prévention primaire, secondaire ou tertiaire, parce qu'à la fin, si on consomme ou pas, ce n'est pas important. L'important est si quelqu'un est vulnérable dans tous ces facteurs qu'on a parlé avant. Alors, une personne qui a aucun de ces facteurs de risque que j'ai mentionnés d'abord, il commence à consommer peut-être plus fort, il n'y aura pas un problème plus tard. Mais certaines personnes qui ont tous les facteurs de vulnérabilité auront une consommation problématique dans très peu de temps. La vieille classification en primaire, secondaire, ne prend pas ça en considération. Et à cause de cette vieille classification, les personnes pensent que la prévention est toujours sur l'abstinence. Mais il n'y a rien à voir. La prévention est sur réduire les vulnérabilités, en bref. Et à cause de ça, on utilise aujourd'hui cette classification nouvelle, avec une certes variation européenne. On l'appelle la prévention universelle si on prend l'assumption que toute la population a un niveau de vulnérabilité comparable. On sait qu'il y a certains individus vulnérables dans ce groupe, mais si on considère toute une population, là, on l'appelle la prévention universelle. Alors, la clé est toujours le niveau de vulnérabilité. Alors, je sais, pour données simples, épidémiologiques et démographiques, qu'il y a certains risques qui sont plus des critères sociaux, parce que certaines conditions sociales sont associées avec une consommation, avec des problèmes avec la consommation, certains groupes vulnérables. Par exemple, l'association sur l'absentisme scolaire, l'éviction scolaire, dans tous ces groupes, on trouve plus de consommation. C'est ça, mais ça peut être un effet que d'observation. Type, je cherche la clé où il y a de la lumière. Parce que dans ces groupes, évidemment, je peux observer qu'il y a des problèmes, mais ce n'est pas nécessairement que c'est causal. Mais normalement, la prévention sélective, elle essaie de cibler ce type de conditions, ces groupes sociaux, mais sans faire un diagnostic du risque. Mais on peut faire des diagnostics des risques. Ce sont des problèmes individuels. Vous avez parlé des problèmes de contrôle d'impulse. L'un des plus forts, c'est évidemment celui-là.
toutes les conditions qui ont une réduction du contrôle d'impulse, comme l'attention deficit disorder, tous les problèmes d'impulsivité. Là, j'ai un expert qui a pu diagnostiquer un certain problème individuel chez ces enfants, par exemple, et là, ça s'appelle prévention indiquée. Alors là, on a des personnes vulnérables qui, je sais, qui ont un certain risque. C'est la question des personnalités que je mentionnais dans le diagramme de flux. Et là, et dans ce cadre de la prévention indiquée, entre l'intervention précoce, quand je prends que la consommation de drogue comme prédicteur. Et évidemment, elle est plus fréquente que les autres interventions de prévention indiquées parce que les personnes viennent des traitements, ils voient je vois la consommation comme facteur de risque et je me dirige que à la consommation. On l'appelle intervention précoce, mais à la fin, c'est un mal emploi de la parole. Si vous cherchez sur Google, vous trouvez intervention précoce. Dans les vraies applications du terme, c'est intervenir tôt dans le développement des enfants. C'est ça, la plupart des recherches et des articles sur ça, c'est le vrai sens. C'est qu'il y a un fond pas de la présidence grecque en 2000 qui ont mis ça dans tous les documents de l'Union européenne, ce terme intervention précoce. Chez nous, on ne l'utilise que entre guillemets, parce que c'est une mauvaise implication. Et alors, évidemment, dans les fameux hémicycles de promotion de la santé, vous voyez l'intervention précoce, par entre guillemets, elle entre exactement dans l'intersection entre la prévention et le traitement. Et c'est évidemment le grand trou qu'il faut remplir et que vous remplissez. C'est exactement là où manquent les interventions. Parce que, j'arrive ça plus tard, la prévention, typiquement, est une question des politiques publiques ou des programmes. Mais pour la prévention indiquée, et l'intervention précoce et les interventions brèves, qui sont des interventions individualisées. Là, il faut des services, comme les vôtres. Et c'est la seule différence. Alors, les définitions, il y a fait une étude il y a 8 ans, je crois, à niveau européen. Et là, elle a dû faire une définition des interventions brèves. J'ai laissé les sigles en anglais. C'est que ça contient, pour pouvoir faire une recherche avec tous nos pays membres, quel est l'état de l'intervention brève en Europe. Alors, ce n'est pas de traitement. Tout ça, c'était déjà dit par Christian. C'est plus ou moins la définition qui est utilisée. Et on n'a pas trouvé grand-chose à la fin. La plupart, ça n'existe. J'arrive plus tard à ce qu'on a des pays dans le rapport. L'évidence. Si vous connaissez n'est pas très doué. Alors, c'est l'International Standards of Substance Use Prevention. C'est une grande œuvre de la UNODC, que je crois que c'est PNUCID en français, United Nations. C'est l'Office de drogue et crimes des Nations Unies à Vienne. Et là, avec eux, on a fait un grand travail de chercher, de faire une compilation de toutes les évidences, toutes les recherches, toutes les méta-analyses, les révisions de révisions sur ce qui fonctionne en prévention à niveau international. Et sur la première édition, en 2013, entre toutes les interventions qu'on peut faire dans toutes les phases de développement humain, là, elle apparaît comme l'indiqué, prévention indiquée, l'intervention brève. Évidemment, qui implique les acteurs de la santé. Dans la première édition, elle a 4 étoiles. Normalement, c'est une très bonne évidence dans toutes les études. C'est 2013. Après, quand même, si on recherche dans notre révision des évidences sur certaines interventions, c'est un peu moins enthousiaste. Parce que là, ici, efficacité inconnue. Intervention, vous trouvez ça en anglais dans notre site, je fais une traduction automatique, ce n'est pas très chic pour qui aime le français. Mais alors, dans le cadre des médecines générales,
efficacité inconnue. Alors, ça veut dire qu'il y a une grande hétérogénéité des études. Il y a des études qui disent que ça fonctionne bien, comme vous dites, l'autre, qu'il n'y a pas de grands résultats. Le même pour le cannabis, pour qu'on essaye de l'utiliser pour le cannabis aussi, inconnu. Aussi, les études ne donnent pas un clair résultat. Et aussi, pour les services d'urgence, c'est une chose qu'on fait assez en Europe. Les gens qui arrivent dans les émergences, surtout les jeunes, on fait dans les lieux, quand ils sont ivres de nouveau, on fait directement l'intervention. Le problème est que la propre entrée dans une salle d'émergence est déjà une intervention. Alors, c'est difficile de comparer la non-intervention. Parce qu'ici, en Pologne, ils ont fait ça. Ils ont comparé l'entrée en salle d'émergence sans intervention et avec intervention. Bref, ils n'avaient aucune différence. Parce que être là est déjà une intervention. Il est pratique, ce que je sais, et ce sont des données récentes, du mois dernier, c'est que détection précoce dans les écoles, ça vous ne s'arrête pas ici, vous traitez les adultes, mais c'est très fréquent. Mais regardez le Portugal, il y a beaucoup de détections précoces, mais après les interventions brèves dans les écoles, il n'y a presque rien en Portugal. Alors, il y a des détections, mais après, aucune prise en charge après. Regardons de nouveau, beaucoup de détections, et pas de suivi. C'est un peu frustrant. Mais ce sont des données que tous les pays nous donnent. Leur plus ou moins, c'est plus un rating. Ce n'est pas des données quantitatives. Dans les rues, que ça serait une chose intéressante, qui s'approche plus à ce que vous faites, et fait un recrutement, pas dans les services, mais dans les rues, votre stratégie de recrutement est très intéressante. Et là, vous voyez, c'est plus une chose du Nord. Les Italiens, ils tendent à mentir de ces données, alors je ne prendrai pas en considération, mais les Italiens et Malte, ils ont toujours plein de choses qu'ils font tout, et après ça, alors j'ai demandé de vérifier ça, si c'est vraiment le cas, mais dans les pays nordiques, c'est une grande tradition, et dans les salles d'urgence, et ça, c'est une chose qui pourrait être considéré pour vous aussi, différents liens avec les salles d'urgence pour voir si on peut recruter plus de choses. Et là, c'est la question, parce que si on a un système de prévention, là je n'ai pas pu le traduire, normalement, si on regarde sur les interventions dans le système de prévention, on ne pense toujours, si vous êtes américain, vous ne pensez qu'au programme, les programmes manualisés. Je dois toujours raconter à ces Américains, non, ici en Europe, on a les programmes, les politiques locales sur l'alcool et les drogues et les services en face à face, qui n'existent pas du tout dans les Amériques, où c'est les grands desserts sociaux, là, vraiment. Il n'y a pas de services comme vous pour les personnes. Alors, et là, le numéro 6, là, c'est entre dans un système, toutes les interventions brèves, les interventions précoces. Dans un système, c'est important de voir que là, le système de santé, des assistances sociales comme vous, est important. Mais dans le reste de la prévention, les programmes et les politiques sociales sont plus importants. Alors, et pourquoi c'est important? Vous avez mentionné déjà, on a une certaine maladie dans la prévention aussi, de voir tout comme une question, surtout les Américains, de faire l'individu plus résilient, plus capable, plus compétent. C'est ça. On appelle ça le I-frame, I comme individu. Et on oublie que les individus vivent dans un contexte social. Alors, les deux mecs-là, c'est difficile comment ils vont rentrer dans une vie sociale normale où tous les mois boivent. On parle de stigmatisation, mais qui ne boit pas est aussi stigmatisé, au moins dans les sociétés européennes. Et là, entre la question, il faut aussi les politiques environnementales qui restructurent notre entourage physique, socio-visuel, auditif et olfactoire, si on parle de cannabis. On n'y a pas besoin d'agence. Agence, ce n'est pas, je ne sais pas si c'est bien traduit, c'est agency. Agency, c'est toutes les ressources
cognitif, comportemental, d'autocontrôle chez soi activé pour pouvoir fonctionner ou pour résister à ce stimulus de l'alcool autour de moi. Et ça, la question, les deux mecs-là, ils vont avoir besoin d'un plein d'agency pour pouvoir continuer à vivre socialement. C'est la question. Mais si on doit toujours, vous avez dit, c'est délicat, on doit aussi faire un effort pour restructurer les ambiances. Surtout, pourquoi, par exemple, pourquoi dans la cafétéria du Parlement européen, il y a toujours du vin, du bière et tout ça. Pourquoi on ne peut pas exclure tout ça dans un lieu de travail? Au lieu de demander aux personnes qui ont un problème avec l'alcool de se contrôler tout le temps et d'activer tout leur agency. C'est ça. Au moins, dans un lieu de travail, on pourrait éliminer tout l'alcool et tous les stimulus au revoir, juste pour protéger les plus vulnérables. C'est le discours. Et là, vous avez vu ce film. Et c'est basiquement l'incarnation de cette... Là, pour moi, c'était le moment Eureka. Là, j'ai compris pourquoi les Américains ont complètement ce iframe, toujours. L'individu doit faire tous les discours qu'elle reçoit, qu'elle sort de la prison, est toujours « Vous avez fait des mauvais choix. C'était votre choix, vous avez fait un mauvais choix, vous payez. » Alors, exactement, c'est le modèle américain. Et toujours l'individu qui peut tout faire, et c'est toujours son responsabilité, ce que vous avez mentionné. Et s'il ne peut pas, c'est sa culpabilité. La société, l'environnement, les industries ne sont jamais coupables. Et à cause de ça, dans la prévention, il y a plein de programmes qui visent que l'individu doit être plus résilient, capable pour ne pas se mettre avec les industries et les environnements alcoogéniques. Et là, c'est un peu le risque que j'ai averti quand j'écoute mes choix, parce que c'est basiquement aussi un peu le discours de l'industrie. L'industrie dit toujours, mais ce n'est pas notre faute si les personnes ne savent pas se modérer. Alors c'est ça, un grand événement du Parlement européen. Oh, l'industrie du cannabis dit la même chose. Vous devez consommer qu'un carré de chocolat. Mais qui est capable de manger qu'un carré de chocolat? Et alors, c'est toujours ce discours, c'est l'individu qui doit se maîtriser. Et c'est un peu un problème de tous ces discours, mes choix, parce que ça gère implicitement une certaine culpabilité si on ne réussit pas les moitiés qui sortent. Par exemple, c'est tout Québec. Et c'est tout payé par l'industrie de l'alcool. Alors, on doit donner beaucoup d'attention pour ne pas aligner trop avec ces discours de l'industrie. Dans le choix de mots, de mes choix, par exemple, c'est la même chose, des cookies de cannabis. Alors, des petits bonbons de cannabis, mais nous devons mettre qu'une par jour. Presque impossible. Alors, on doit, pour nous, catégoriser mieux, décrire mieux ce que vous faites. Ce que vous faites est très original, votre forme de recrutement, c'est extrêmement intéressant. On doit publier plus par partage d'expérience, évidemment. Des évaluations plus solides. Qui sont les personnes qui sortent des programmes? Qui sont les personnes quel est leur niveau de vulnérabilité, par exemple? C'est toujours le problème des observations qui ne prennent que les audits. Les audits mesurent mon niveau de consommation. Ils ne mesurent pas ma vulnérabilité. La question est de savoir avec quel genre de personnes ça fonctionne, avec quel genre de personnes ça fonctionne moins. La plus de ciblage, évidemment, c'est important. On pourrait même prendre les médecins généralistes. Il y a en Allemagne, il essaie d'avoir un petit cadre pour les médecins généralistes pour faire toujours, dans chaque consultation, quelques 9 ou 10 questions simples sur la consommation de l'alcool. Ou les infirmières avec lesquelles, normalement, les patients ont plus d'ouverture pour parler de l'alcool. La question est-ce que c'est transférable au cannabis ou les autres drogues? On a des doutes sur ça.
ou devrait faire une base de données. Et la question, comment ça, parce que les industries, l'industrie de l'alcool aime les interventions, bref, parce que ça ne se met pas avec leur business. C'est un peu la question. Il y a plus parfois dans certains domaines. Il y a certaines interventions de prévention indiquées qui sont clairement financées par l'industrie parce que ça entre super bien dans leur discours. Nous n'avons pas de faute si les personnes ne savent pas modérer, mais on aide aux personnes qui ont des difficultés. Alors c'est tout. Oui, c'est intéressant, c'est comme d'habitude assez dense, hein, comme ça, parce que effectivement la prévention c'est pas quelque chose de si simple que ça, et on a peu la culture de la prévention. Je remarque les premières fois que j'ai vu tes slides et tout, je me disais ah ouais, c'est quand même plus compliqué qu'on ne pourrait croire. Et je sais pas, est-ce que vous avez des questions? Alors franchement, il n'y a aucune honte d'avoir des questions même que vous jugez primitives. Bonjour, donc je suis plus sur le terrain, je suis enseignant, très concerné par les questions des addictions, de l'enseignement des questions d'addiction. J'étais intéressé en fait par les slides où vous montrez au niveau européen l'efficacité de certaines démarches. C'est passé très vite et il y avait visiblement en fait l'impact sur les médias en fait qui était quasi nul, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez juste redire 2-3 mots sur l'efficacité de certaines démarches plutôt que d'autres? L'intervention précoce, vous avez remis en question. Il y avait les. Donc, je ne sais pas si c'est moi qui suis trop endormi. Mais là, si on lit là, c'est notre révision et c'est dans ce site, notre best practice, on prend toutes les études à niveau mondial. Au début, efficacité inconnue quand il y a une grande hétérogénéité, quand il y a des études positives, mais aussi des études avec pas d'effets. C'est ça, là on dit inconnu. Ce n'est pas que ça ne fonctionne pas, mais on dit inconnu quand il n'y a pas la certitude. Oui, l'évidence base. Quand il n'y a pas la confiance que ça fonctionne, c'est ça. C'est plus, il y a beaucoup d'études qui disent tout, que ça fonctionne, on dit c'est bénéficiel. Si on dit l'efficacité inconnue, quand il y a des études avec zéro effet et quelques études positives. Alors, ce n'est pas un verdict négatif. On dit qu'on ne connaît pas. Mais la OMS est très très convaincue que c'est positif, que l'évidence est grande. Mais dans la dernière version des International Standards de 2018, ils ont éliminé tous les étoiles. Parce que l'OMS ne voulait plus cette comparaison d'efficacité entre les diverses mesures qu'on pourrait faire. C'est peut-être une question politique, parce qu'on ne voulait pas que ça sorte trop, que les interventions précoces, les brief interventions ne sont pas tellement intéressantes, pas tellement efficaces. Le problème est, c'est une mesure individualisée qui a besoin de beaucoup de structures, comme on a vu ici dans votre présentation, pour l'implémenter, comparable avec un programme scolaire, avec des politiques locales qui ne visent pas l'individu. Mais si vous voulez changer le comportement d'un individu, un par un, évidemment, c'est très difficile de l'implanter bien. C'est la différence. Et là aussi, il y a un manque d'études. Il y a un manque des groupes de contrôle. C'est un manque de bonnes études. Et je crois que la OMS est maintenant beaucoup moins enthousiaste aussi. Parce qu'ils ont sorti plusieurs révisions de l'efficacité qui disent ça pourrait fonctionner, mais il y a des critères, comme vous avez tous énumérés. Les questions de recrutement, les questions des personnes qui sortent, la moitié ne continue pas, etc., etc. Il y a des autres facteurs comme la vulnérabilité qui est rarement prise en charge. Il faudrait savoir comment sont les personnes qui ont moins de succès ou beaucoup de succès. Parce qu'on doit adresser ces vulnérabilités. Alors, les personnes ne consomment pas l'alcool parce que c'est la faute de l'alcool. Ils consomment parce qu'il y a un certain souci, de certains problèmes, certains autres problèmes de comportemental, émotionnels derrière. Ils utilisent plusieurs fois l'alcool comme une médication, c'est ça.
Oui, c'est assez intéressant parce que nous, on a pas mal travaillé sur l'intervention précoce dans les écoles et ces temps, on travaille pas mal sur les établissements scolaires du secondaire 2. C'est, parce que le secondaire 1, c'est un peu chaud de parler, parce qu'on travaille pas mal sur le cannabis. Secondaire 1, donc entre 12 et 16 ans, le cannabis, c'est difficile à faire entrer comme prévention dans les établissements scolaires. Aussi, ce qui est Si tu normal. définis la prévention comme visée à l'abstinence, oui, c'est un problème. Tu dis aussi la réduction des risques, la réduction des problèmes, c'est aussi partie de la prévention. Et c'est le cas en Europe. Là, c'est moins un problème, ouais, justement. Et là, on différence les programmes avec les scolaires de 13, 14 ans. Les programmes qui sont dirigés vers l'abstinence sont plus efficaces. Mais entre 16 et 18 ans, les programmes qui visent un peu en consommation contrôlée d'alcool et tout ça sont, eux, plus efficaces. Et tout ça, c'est prévention. Qu'en Australie et en Europe, ils considèrent ça la réduction des risques dans les écoles. Mais c'est de bêtises. En Europe, tout ça, c'est prévention. Alors, comme tu as bien dit au début, il y a un mélange d'objectifs. Ils sont tous appartiennent à la prévention, évidemment. Ce qui est intéressant, nous il y a Rémi qui est là, qui fait l'espace jeunes consommateurs pour le cannabis, où on propose à des écoles, quand il y a des cas de consommation trop, de l'orienter chez nous d'aller animer une discussion, mais qu'avec des gens très concernés. Et ça, c'est intéressant. C'est super intéressant parce que ça manque exactement. Il y a plein de choses pour, comme vous savez bien, de détecter. Mais après, il manque tous les outils pour faire quelque chose. Et c'est ça. Les parents qui détectent un usage, les profs qui détectent un usage, il n'y a aucun outil, aucune instance où c'est adressé. C'est le trou que j'avais mentionné. Et donc l'idée qui est un peu sous-jacente à une partie du programme, du projet, à savoir de dire, équipons mieux les gens qui sont en premier contact à au moins aborder la consommation, on ne sait pas si c'est une intervention brève, mais au moins c'est pas un tabou. Ça, t'estimes que ça... Comment on pourrait la mettre en œuvre? Parce que dans la prévention, c'est pas ce qu'on fait qui est problématique, c'est comment on le fait. Et comment on peut faire pour que ce soit le plus pertinent possible? Je te pose que des questions simples, c'est normal. Pas de stigme, n'est-ce pas? Parce que là, tu dois identifier certaines personnes et les donner une intervention. Il y a un vrai programme de prévention indiqué qui se dirige aux jeunes qui consomment l'alcool trop parce qu'ils sont chercheurs de sensations, sensation seekers. Alors on fait d'abord un inventeur de personnalité. Et les programmes ne visent que ce type de sensation seeker, qui boivent parce qu'ils ont un certain type de personnalité. Et là, la narrative pour entrer dans le programme est « tu es spécial », c'est une offre spéciale pour toi. Pas « toi, tu as un problème » ou quoi. « Toi, tu es une personne spéciale et pour toi, on te donne des outils pour te débrouiller. » Et ce programme, avec seulement 2 sessions, c'est aussi du Canada originalement, a des résultats impressionnants. 2 sessions où les jeunes apprennent à gérer à soi-même. Moi, je suis un sensation seeker. Moi, je gère différent. Je prends l'alcool pour une certaine fonction que je mentionnais déjà. Certaines fonctions les pensées catastrophiques. Et là, ça réduit beaucoup de problèmes. Les problèmes aussi des violences, problèmes des petites criminalités et aussi leur consommation. Alors, la question est de leur raconter, de donner un narratif que c'est une offre spéciale, un narratif pas pathologisant. Toi, tu es un consommateur, tu essaies certaines choses. Il faut donner un narratif inclusif, distinctif. Ok, c'est en fait de répondre à quelque chose qui vivent, dont ils se doutaient, mais que personne ne leur avait validé encore. Exactement, c'est ça. Ouais. Ah, c'est joli. J'en apprends tous les jours ici. Très chouette. Est-ce qu'il y a encore quelques questions? Là, on est franchement sur la prévention, prévention, mais ça fait du bien. Il y a très peu de références
dans la prévention, on va te réinviter souvent. Alors, nous allons continuer par une intervention enregistrée de Joël Tremblay. Et c'est aussi l'occasion de vous présenter Thierry Favrekoun. Où t'es, Thierry? Il est là. Voilà. Thierry Favrekoun, pourquoi? Parce qu'en fait, tout le projet qu'on a fait avec Mes Choix Alcool, on l'a fait en collaboration avec le service de médecine de premier cours des hôpitaux universitaires genevois. Voilà. Non, et c'est Thierry qui nous a aidé à... On a fait une collaboration aussi avec quelqu'un qui est en formation en psychologie comportementale à la FAPC. Et en fait, ils ont coordonné tout ce rapport. On a fait un immense rapport sur la campagne, etc. Ceux qui sont intéressés, il sera en ligne sur notre site. On le mettra en ligne aussi en lien avec le forum. Et Thierry, c'est la personne de contact pour Mes Choix Alcool depuis combien d'années? En tout cas, l'époque d'Alcochois Plus, c'était la version d'avant, mais en gros, plus ou moins depuis le début. Hein, donc, en fait, le programme Alcochois Plus, il est arrivé de Québec en Suisse romande en 2007, d'abord à Neuchâtel, au CNEA. C'était déjà le GREA qui était un peu derrière cette promotion régionale en Suisse romande. Et puis après, en 2008, dans toute la Suisse romande, et moi, c'est à ce moment-là que j'ai fait la formation, à l'époque Alcochois Plus, avec la maman d'Alcochois Plus, qui est Hélène Simoneau, qui est une des collègues de Joël Tremblay à Montréal. Elle travaille à l'Institut Dollard-Cormier, Institut universitaire sur les dépendances. Et après, très vite après, puisque c'était 2008-2009, je suis moi-même allé faire une année de postdoc à Montréal, et j'étais avec cette équipe sur principalement la consommation contrôlée d'alcool, et puis après ensuite ça s'est élargi sur le cannabis, et puis il y en avait d'autres qui faisaient déjà la consommation contrôlée sur le jeu, et puis par contre c'est que beaucoup plus tard, et d'ailleurs c'est encore en gestation, mais ça devrait bientôt sortir avec un élargissement sur les autres substances et un programme qui va s'appeler Mes Choix Drogue. Ok, merci. Merci beaucoup. Alors, en fait, Thierry devait co-présenter avec nous. Il s'est trouvé que ce forum addiction, c'était un peu rock'n'roll, parce qu'on devait avoir Jean Fourtos, on n'avait pas les bonnes dates, on devait faire plus tard, et je me suis dit, cette fois-ci, on fait ce forum sur Mes Choix Alcool, sur la prévention, etc. J'avais aussi cet enjeu avec mes autorités qui, du coup, j'ai pu déposer une demande pour continuer. Et ils sont totalement derrière, la médecine cantonale, tout le service de prévention et de promotion de la santé sont derrière. Donc ça a l'air de rien, mais c'est un gros changement en Suisse romande, quoi.